comment. J'ai demandé une petite bouteille d'eau pour moi. Peut-être que ça vaut le coup d'en avoir une. J'ai pas vu. Parce que par moment on la voit, on ne sait jamais. Mes chers amis, camarades de papier d'ailleurs, et mes compatriotes congolais, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Nous ne pouvons débuter cet événement sans penser aux millions de morts congolais, victimes de ces guerres, massacres imposés à notre pays, la terre du Congo, par des grandes puissances qui ont fait du Rwanda leur armée de mercenaires, là où leurs propres troupes ne peuvent pas intervenir, de peur de créer un scandale qui provoquerait une vague de protestations. Nous ne pouvons manquer aujourd'hui de remercier le collectif des associations et personnalités qui organisent cet événement, et je cite l'association RIDEC, Recherche et Initiative pour le développement du Congo, la Convention des Congolais de l'étranger, l'association Le Congo qui bouge, l'association Mama Solidaire, l'association AFASO, donc Association pour la Fondation des Actions Sociales, et l'Union internationale des socialistes, des journalistes africains, avec évidemment notre ancêtre de lutte panafricaine, l'ancien camarade. Je ne sais pas s'il est déjà dans la salle, mais c'est sûr que s'il a prévu de venir, il sera là. Et permettez-moi de souligner aussi qu'il y aura la présence, il n'est pas encore là, de Gilbert Baloufou, le cinéaste, producteur du film Congo, le silence des crimes oubliés, film qui subit aussi une censure non déclarée. Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sujet qui nous réunit dans cette salle, est, comme je le rappelle, Holocauste au Congo. Ce livre qui contient une mine d'informations impossible à contredire. Si le philosophe Amatou Ampateba a dit « quand la chèvre est bien présente, il ne faut pas bêler à sa place », il n'était nullement question pour lui d'empêcher les étrangers à un problème d'en parler ou d'en faire l'étude, mais il s'agissait tout simplement de permettre aux premiers concernés par un problème d'en parler, car considéré plus authentique. Autrement dit, il ne faut pas empêcher les premiers concernés d'un problème de s'exprimer sur leur propre problème. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir à cette tribune des dignes fils d'Afrique pour animer ce débat. Je cite Charles Onana qui est là devant vous, l'auteur du livre en question, Holocauste au Congo, Monsieur Patrick Mbeko qui vient du Canada, un écrivain politologue très connu et universitaire, très connu dans le milieu congolais et même dans le milieu des intellectuels, et aussi Arthur Malumalu, journaliste. Ils auront encore mieux, ils auront l'occasion de se présenter eux-mêmes. Alors, je laisse à présent la parole au médiateur du jour, Arthur Malumalu, qui a l'honneur de prendre la parole. Voilà. Merci d'être là. C'est une soirée de partage en fait. Charles Onana, qui vient d'écrire Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, est là justement pour parler de son livre, mais pas que de ça. À un moment, on va élargir le champ pour parler un petit peu des conséquences de la situation actuelle dans la région des Grands Lacs, à l'échelle non seulement régionale, mais aussi à l'échelle, on va dire, internationale. Patrick Mbeko, qui vient du Canada, va aussi intervenir. Dans cette première partie, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un entretien entre moi et l'auteur, et évidemment Patrick Mbeko est là aussi pour répondre à certaines questions. Et par la suite, ce sera donc une soirée d'échange avec l'assistance. Et tout le monde aura la parole, a priori. Et donc, soyez concis quand vous devez vous lever pour poser la question, et on va y arriver de toute façon. En étant discipliné, tout est possible.
Donc, encore une fois, merci d'être là. On commence sans plus tarder la soirée. Merci d'être là, Charles Onana. Ma première question, j'ai lu le livre avec beaucoup d'intérêt. Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé? Merci à l'assistance et merci au collectif, celui-là. Les deux. Merci au collectif des associations congolaises qui, malgré la censure, vous savez, je suis habitué maintenant à ce que lorsqu'on prononce le nom de Charles Onana, on risque toujours de provoquer une émeute, et parce que les gens ne veulent pas que je m'exprime comme j'ai toujours fait, dans le respect de mes contradicteurs. Je n'ai jamais ni agressé ni attaqué mes contradicteurs, même quand ils m'insultent ou passent le temps à m'offenser. Je n'ai pas l'impression de mener un combat, j'ai plutôt l'impression de faire un travail de chercheur. Et je sais qu'on a fait boire la ciguë à Socrate parce qu'il posait des questions qui dérangent. Moi, j'essaye dans ce travail que j'ai fait sur le Congo, que je fais sur la région des Grands Lacs, de poser des questions à partir des éléments troublants que j'observe. Et parmi ces éléments troublants, il y a le fait que moi, je suis rentré dans le dossier pour que les gens comprennent mieux comment j'arrive au Congo. Charles, je précise que vous êtes Camerounais. C'est ça, exactement. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt dans la région des Grands Lacs. Je n'ai aucun lien, aucune acquaintance avec le régime du maréchal Mobutu, ni le régime du président Abiyarimana, ni le régime de Joseph Kabila, ni celui du président Tshisekedi. Donc, ni même avec des opposants à tous ces régimes-là. Donc, évidemment, je suis dans une position où je regarde les choses sans passion, sans rancœur, sans frustration, parce que je n'en ai aucune par rapport, y compris quand on m'interdit de parler, je suis encore plus à l'aise quand on m'interdit de parler parce que je rentre dans le silence et parfois le silence parle plus que tout. Donc, je suis entré dans le dossier des Grands Lacs par la porte de l'attentat du 6 avril 1994 qui a déclenché le génocide au Rwanda. Et cet attentat, qui a quand même vu l'assassinat de 2 chefs d'État en exercice, pour moi, était un élément capital, parce que je ne comprenais pas pourquoi, que ce soit en Occident ou en Afrique, personne ne voulait parler de l'assassinat de ces 2 chefs d'État. J'ai considéré que c'était quelque chose de totalement absurde, inconcevable d'ailleurs en Occident, puisque l'endroit où la campagne sur le génocide du Rwanda a été, je dirais, le plus fort, c'est en Occident, notamment en France où nous sommes. Et je ne comprenais pas pourquoi, certes, c'était important de parler des gens qui étaient massacrés, mais je ne comprenais pas pourquoi on ne voulait pas parler des 2 chefs d'État assassinés dans un attentat terroriste qui était quand même l'attaque au missile contre l'avion de 2 chefs d'État. Et à l'époque, quand j'ai commencé ce travail, de façon tout à fait naïve, j'étais encore, j'avais 25, 26 ans de moi, et donc ça ne me rajeunit pas. Donc évidemment, je suis rentré très naïvement. Je ne savais pas que je mettais le pied dans un engrenage et que j'allais gêner beaucoup de choses. Et lorsque le livre a été publié, le président Kagame a déposé une plainte devant la 17e chambre contre moi. Un jour, je rentre chez moi, je trouve dans ma boîte aux lettres une plainte du président rwandais et de l'État rwandais. Évidemment, je suis resté 24 heures sans comprendre ce qui m'arrivait, ce qui justifie aussi la naïveté qui était la mienne. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je me batte et que je me défende. À l'époque, je me souviens, Maître Vergès avait demandé à vouloir... il était passé par le professeur Debré, que je connaissais. Il a demandé au professeur Debré s'il pouvait me défendre bénévolement.
J'ai refusé parce que je ne voulais pas faire du spectacle. Je savais que le maître Vergès était un très grand avocat, mais je n'étais pas fasciné par les caméras. Je voulais pas être une star. Je n'avais pas fait le livre pour ça. Je voulais comprendre pourquoi on a tué 2 chefs d'État et personne ne veut parler de ça. Et donc finalement, j'ai pris un avocat qui était secrétaire de la conférence, brillant avocat togolais, qui a décidé de me défendre. Et en face, on avait un cabinet belge avec 3 avocats, un cabinet français avec 2 avocats. Donc vraiment, vous voyez bien que les moyens n'étaient pas du tout les mêmes. Finalement, 48 heures, moi j'ai donc rassemblé les éléments de preuve, j'ai produit quelques 4000 pièces documents au juge, et puis j'avais quelques témoins importants donc, qui avaient accepté de venir témoigner pour moi. Il y avait le journaliste Pierre Péan, qui était un ami, qui était venu pour me soutenir, parce que pour lui, ce qui m'arrivait à mon âge et avec mon profil, c'était quand même lourd à porter. Donc, Pierre était venu au tribunal et le colonel Luc Marchal, qui était le commandant des casques bleus, qui commandait les casques bleus au Rwanda au moment des événements, avait lu le livre et il a accepté de venir témoigner pour moi. Il y avait aussi quelques diplomates des Nations Unies qui voulaient témoigner. Et donc, quand on a fourni la liste des documents et surtout les listes des témoins, 48 heures avant le procès, l'avocat de Kagame a écrit une lettre à mon avocat pour dire que le Rwanda, le président du Rwanda et l'État rwandais abandonnaient les plaintes contre moi. Bon, mon avocat a été ravi. Moi, j'étais mécontent. Et il m'a dit, c'est la première fois que je vois un client contre qui on abandonne des plaintes, et des plaintes aussi lourdes, qui n'est pas content. Moi, je lui dis, mais naïvement, encore une fois de plus, mais comment je fais pour démontrer que c'est Kagame qui a abattu l'avion du président? Et donc, c'est finalement comme ça que les choses se sont terminées. Et donc, j'ai continué mon enquête sur le tribunal pénal international. Et à l'époque, dans ce livre-là, j'ai réservé un chapitre au Congo, ce tout premier livre. Pourquoi? Parce que j'avais déjà vu, le livre était sorti en 2002. Mon enquête avait commencé en 1996 à peu près. J'avais déjà vu le lien entre la question du Rwanda et c'est-à-dire la question du Rwanda, l'attentat contre le président, contre les 2 présidents, et la question des ressources minières du Congo. Parce que je ne voyais pas la logique qui justifiait le silence sur la mort de 2 chefs d'État et ce qui pouvait amener par la suite le Rwanda à aller renverser le maréchal Mobutu. Et donc, à l'époque, j'ai fait le lien entre ces 2 événements. C'était intuitif. Intellectuellement, je n'avais pas encore les éléments suffisants pour démontrer ce que je ressentais très profondément. Et donc, c'est comme ça que j'ai intitulé dans ce premier livre « Kagame et la guerre des diamants au Congo ». Et à l'époque, je me souviens, beaucoup d'amis zaïrois me disaient « Non, mais Charles, bon, c'est rien, c'est pas possible. Le petit Rwanda n'est pas en mesure de venir bousculer le Congo, etc. » Bon. Je les écoutais, mais je n'étais pas convaincu. J'ai continué mon enquête et à la suite, j'ai travaillé, je vous passe sur les dossiers du tribunal pénal international, etc. Et j'ai republié en 2009 un livre intitulé « Ces tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise ». Et là, à l'époque, encore une fois de plus, la question des Tutsis victimes du génocide au Rwanda occupait le devant de la scène et parlait des tueurs Tutsis dans la tragédie congolaise. Même pour les Congolais, c'était scandaleux. Moi, j'ai eu beaucoup de copains congolais qui m'ont dit « Mais c'est pas possible, Charles, comment tu peux faire un titre comme ça ?» Pourquoi? Parce qu'il y avait effectivement cette chape de plomb qui pesait beaucoup sur la tête des gens. On parlait du génocide des Tutsis. Donc les Tutsis étaient globalement perçus comme des victimes.
à aucun moment on ne pouvait imaginer qu'il pouvait y avoir aussi des Tutsis qui seraient des criminels. Bon, or, pour moi, dans cette façon de lire les choses, moi qui suis formé, n'est-ce pas, à la culture cartésienne, je ne considérais pas qu'il fallait globaliser les Tutsis ou globaliser les Hutus. Il y avait des Hutus qui avaient commis des crimes, ceux-là devaient être identifiés. Il y avait effectivement des Tutsis qui avaient participé à la guerre et qui avaient également commis des crimes et que ceux-là devaient également être identifiés. Donc je ne participais pas de cette lecture globalisante qui non seulement était insignifiante du point de vue intellectuel, mais qui était aussi injuste du point de vue des vraies victimes. Paul Kagame participait à la lutte armée et donc il est venu avec un groupe de Tutsis d'Ouganda pour faire la guerre au Rwanda. Et les Tutsis qui vivaient au Rwanda ont été victimes et on ne pouvait pas associer Paul Kagame, qui était chef d'une rébellion ou d'un groupe armé, avec des Tutsis qui ne faisaient pas la guerre. Donc, jusqu'à présent, il est très difficile d'expliquer aux gens qu'il y a une différence entre les Tutsis qui n'ont pas fait la guerre et qui étaient victimes de cette guerre-là et les rebelles Tutsis qui, eux, avaient vocation à faire la guerre et donc à tuer. Donc quand on fait la guerre avec des armes, c'est pas pour... évidemment, tout le monde est d'accord que c'est pour tuer. Donc, évidemment, il fallait faire le distinguo entre ces deux groupes. Donc, moi, j'ai essayé de la faire et à partir de ce moment-là, j'attaquais un peu l'histoire officielle et donc je mettais les gens mal à l'aise et donc Setur Tutsi a été quelque chose de très, très compliqué. Sauf que dans Setur Tutsi, il y avait le démonstratif CES. Donc, en français, c'est très clair. Donc, il y avait 3 photos, dont la photo de Laurent Kunda, la photo de James Kabarebe et la photo de Paul Kagame, qui se revendiquaient tous Tutsis et manifestement qui étaient aussi identifiés comme des criminels de guerre. Donc, beaucoup de gens ne voyaient pas ces tueurs Tutsis, ce démonstratif, avec les 3 photos, ils voyaient tueurs Tutsis. Bon, alors... Donc, à chaque fois, on me demandait de justifier mon titre. Bon, je l'ai fait parce que c'était intellectuellement intéressant. Sauf que, des années après, quand il m'arrive donc de faire ce livre-ci, eh bien, beaucoup de gens, ceux qui ont lu Setur Tutsi, constatent que c'est un approfondissement de ce travail-là. Donc, le livre qui est sorti en 2009, malheureusement, il était préfacé d'ailleurs par Cynthia McKinney, qui était l'envoyée spéciale de Bill Clinton en Afrique. Que vous citez dans le livre, d'ailleurs. Voilà. Et donc, elle m'a confié beaucoup d'informations. Elle était en contact avec Laurent Désiré Kabila avant son assassinat. Et donc, je ne suis pas venu parler du dossier du Congo comme quelqu'un qui avait regardé à travers le trou d'une serrure de la porte. Bien, moi, j'abonde dans le même sens. Évidemment, c'est un livre très fouillé, un livre méticuleux, écrit avec rigueur, en s'appuyant sur les sources diversifiées. Et c'est assez hallucinant comme travail. C'est un travail de fourmi. Et donc, félicitations, Charles Onana. J'ai pris plaisir à lire ce livre et à découvrir certaines choses que j'ignorais complètement en découvrant justement certains documents qui ont été publiés. C'est assez impressionnant. Patrick Mbeko, à ce stade, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ben, qu'est-ce que je peux dire de plus? Charles a fait son travail. Moi, je pense que les Congolais doivent s'approprier ce travail-là. Ce n'est pas le premier. Je ne pense pas que ce sera le dernier. Hein, Charles? Parce qu'on a toujours des casseroles. On discute souvent, pratiquement tous les jours, du dossier des Grands Lacs. Moi, je pense qu'il y a un défi aujourd'hui par rapport à ce que Charles a dit, qui est que il faut que les gens comprennent une chose, hein, la censure contre Charles. Moi, je ne la vis pas de la même manière parce que moi, je suis au Canada, donc c'est une culture qui est très différente quand même, mais on le voit quand même. Et le vrai combat aujourd'hui, c'est de faire entendre un autre son de cloche. C'est ça qui est aujourd'hui devenu, de mon point de vue en tout cas, un impératif. Et il faut que les gens comprennent aussi que c'est un travail qui est fait par un Africain, franco-camerounais si on veut, mais un Africain. Et ce n'est pas toujours facilement accepté.
Vous allez même voir que la plupart de nos travaux ne sont pas cités, même si il y a des universitaires qui nous contactent en privé pour nous dire que votre travail, il est très bien, il est excellent, mais on ne l'accepte pas. Ça, c'est une vérité aussi qu'il faut regarder dans les yeux aujourd'hui. Il y a un procès contre Charles, on le sait. Et quand on écrit sur l'Afrique des Grands Lacs, quand on remet en question les dogmes sur lesquels repose la vérité officielle, bien entendu, on devient l'homme à abattre. Et on ne peut pas savoir à quel point on essaye de nous faire taire par tous les moyens, à défaut de nous attaquer, parce que sur le terrain intellectuel, c'est un peu compliqué. Charles a écrit son premier bouquin en 2000, c'est sorti en 2002. Le chapitre dont il a parlé, la guerre des diamants de Kagame, à l'époque déjà posait les jalons de ce qu'on allait comprendre par la suite par rapport au piège de la RDC. Mais toutes ces questions ne sont pas souvent abordées dans la plupart des ouvrages qui sont écrits sur la région des Grands Lacs, où on limite la discussion au génocide des Tutsis, comme s'il n'existe plus d'événements politiques ou géopolitiques en fonction desquels le sujet d'une histoire se détermine. Et donc, on est dans cette logique-là. Moi, je l'ai vu quand on a publié Stratégie du chaos, il y a des gens qui ont dit c'était une théorie du complot, mais c'était la même approche de regarder la situation, d'examiner simplement les faits, les documents et les sources aussi. Et la difficulté aujourd'hui, moi, je pense qu'à ce stade-ci, en tout cas, j'ouvre une parenthèse rapide, je suis content d'abord que les Africains, les Congolais, les Rwandais puissent se réapproprier ce travail. Parce que ce travail, c'est à eux qu'il est d'abord destiné. Et d'ailleurs, je parlais de ça, Charles m'expliquait, il disait, mais il avait refusé certaines interviews, il voulait d'abord que ça se passe avec les Congolais. Et c'est la raison pour laquelle on a fait la première émission avec Erwin. Et il est essentiel aujourd'hui que de jeunes gens, même que les adultes, il faut le complexe qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on nous explique ce qui se passe chez nous pour qu'on accepte. Si les Occidentaux nous expliquent, c'est bien. Moi, je n'ai rien contre les auteurs occidentaux, mais je dis simplement qu'il est temps que les Africains en général, les Congolais en particulier, les Rwandais, puissent se réapproprier leur propre histoire. Et ce que nous faisons s'inscrit dans la droite ligne de ce travail aussi de réécriture, parce que tant qu'on ne comprend pas la réalité des faits, on aura de la difficulté à trouver des voies et moyens ou des pistes de solutions pour régler le problème auquel nous sommes confrontés. Et dans le cas des Grands Lacs, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on va vous ramener à cette histoire du génocide des Tutsis. Moi, je ne dis pas que les Tutsis n'ont pas été massacrés. Dans tous nos livres, que ce soit Charles ou moi, nous le disons. Mais nous disons simplement que la manière dont l'histoire est présentée pose problème. Ne peut-on pas avoir une discussion à ce sujet? Et à partir du moment où vous posez cette question-là, les gens commencent à vous regarder avec des grands yeux et on commence à vous menacer. Pourquoi? Parce que si vous commencez à questionner la vérité officielle, vous allez comprendre les raisons, les causes à l'origine des problèmes que nous connaissons aujourd'hui, l'Afrique des Grands Lacs en général, la RDC en particulier. Et c'est seulement à partir de cette compréhension qu'on pourra proposer des pistes de solutions viables pour une véritable paix dans la région.